Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, une édition qui reçoit ce soir comme invité de journal M. Mahamadou Medouka. Il est membre du bureau politique national du parti Lumana Africa, un parti membre de l'opposition. Avec lui, nous allons parler de ce dialogue politique inclusif qui a débuté il y a quelques jours. Mais avant, on va parler de l'actualité de ce jour, 10 novembre 1987, 10 novembre 2019. Cela fait 32 ans exactement que l'ancien président de la République du Niger, Séni Kounté, nous a quittés. Pendant 13 années de gestion, le général Séni Kounté a imprimé un certain nombre de valeurs au peuple nigérien. À l'occasion de l'anniversaire de sa mort, retour sur la vie de Séni Kounté, qui fut un grand homme d'État, dans ce commentaire signé Nasser Antofo. Décédé le 10 novembre 1987 des suites d'une maladie, cet officier des fans qui est arrivé au pouvoir suite au coup d'État du 15 avril 1974 a dirigé le Niger à sa façon 13 années durant. Il est opportun de revisiter pour une relecture de ses discours, ses préoccupations majeures et ses actions, l'œuvre de l'ancien président qui a beaucoup marqué la vie politique nationale, militaire jusqu'au bout des ongles, avec tout ce que cela suppose en termes d'exigence, de rigueur et de discipline envers lui-même et envers les autres. Kounté avait une vision particulière de l'exercice du pouvoir, connu pour sa simplicité de vie et sa très régulière habileté au jeu politique. Séni Kounté est en même temps un homme de parole et d'action. Plutôt idéaliste, il croit beaucoup à ce qu'il se propose de faire. De ce fait, son discours en dit très long sur ses ambitions profondes et sa personnalité. On ne saurait parler de Séni Kounté sans relever le souci permanent qu'il exprimait pour le Niger et son avenir. Fervent défenseur de l'œuvre de construction de la fierté nationale, Kounté ne se fatiguait pas d'inviter les Nigériens à cultiver les valeurs de patriotisme et de civisme. Ne disait-il pas que le Niger est notre bien, certainement notre bien le plus précieux. Ce pays qu'il chérissait beaucoup, il le voulait beau et mieux bâti. C'est pourquoi il ne se fatiguait pas d'appeler tout le monde à s'investir pleinement dans l'œuvre de reconstruction nationale. Le temps de la critique pour la critique et des oppositions systématiques est révolu depuis longtemps. Tout ce qui ne fait que nous distraire de notre devoir sacré de construction nationale apparaît dès lors comme un anachronisme et une désertion. Cette déclaration faite par le président du CMS dans son message à la nation du 17e anniversaire de l'indépendance atteste du prix qu'il accorde à l'entreprise par laquelle il prédestinait un avenir radieux pour tous les enfants du Niger. Il s'agit, précise-t-il, de permettre à chaque Nigérien, quelle que soit sa naissance, son sexe, son lieu de résidence, d'accéder avec un maximum de chances à un épanouissement rapide de son être. Et cela dans une jouissance aussi complète que possible de ses droits, sans cependant ignorer ses devoirs. Comment accéder à tout ce bonheur promis? Comment réaliser toutes ces ambitions 1000 fois énoncées à travers les discours et messages de cet homme qui, après sa disparition, continue encore à faire figure de référence pour beaucoup de Nigériens. Seul l'intéressé semble détenir le secret d'une telle œuvre. Et comme pour répondre à nos interrogations du moment, Kounté conseille à tous les fils du Niger une seule conduite à tenir, celle de la persévérance. Ces mots, pour tous ceux qui se rappellent encore, n'a jamais autant prononcé que dans la bouche de ce grand homme d'État que fut Kounté. Persévérer, voilà mes chers compatriotes, mon dernier mot. Nous devons persévérer dans l'union, persévérer dans le travail, persévérer dans la discipline, disait-il dans un message à la nation qu'il prononçait le 15 avril 1978. Force est de constater qu'aujourd'hui encore, cette ultime recommandation du général reste d'actualité dans cette nation nigérienne qui entend encore beaucoup de ses fils et filles afin de s'affirmer sur la voie du développement. Le Congrès pour la République CPR Inganti du président Kassoum Hamad Mokhtar a soufflé sous ses 4 bougies ce jour 10 novembre 2019, un anniversaire qui a servi de tremplin au secrétariat exécutif national du parti pour rendre publique une déclaration à son siège. Le résumé de cette déclaration avec Adam Ousmane.
Les militantes et militants du Congrès pour la République, Seper Nganchi, venant de 8 régions du pays, se retrouvent ainsi pour fêter dans la joie et l'allégresse les 4 années de création de cette formation politique. Occasion pour le secrétariat exécutif du parti de rendre publique une déclaration faisant part à l'opinion publique de la position du CPR sur plusieurs questions de l'heure. Le 4e anniversaire de la création de notre parti que nous célébrons aujourd'hui se déroule dans un contexte mondial et international marqué par des défis majeurs, notamment sur les plans sécuritaires, social, politique et économique. Le secrétariat exécutif se félicite de la reprise du dialogue politique à travers le cadre de la conférence des leaders récemment mise en place par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et souhaite plein succès à ses travaux. Le CPR Nganchi annonce à travers cette déclaration sa participation aux élections locales, législatives et présidentielles. Toutefois, la réunion du Conseil politique tenue le 3 novembre 2019 à Niamey demande au président national du parti de soumettre pour avis à la réunion du bureau politique national qui se tiendra le 12 janvier 2020, Inch'Allah, à Maradi, sa décision de soutenir la candidature du président Bazoum Mohamed dès le premier tour. Militantes et militants, le CPR Nganchi réaffirme son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger MRN et apporte son soutien total au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, pour les efforts importants fournis par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger. Prenant la parole à cette occasion, le sieur Kassou Mokhtar, président du CPR Nganchi, a pour sa part éclairé l'assistance sur les raisons de leur choix sur la personne de Bazoum Mohamed. J'ai la ferme conviction que c'est un homme juste, honnête, humble et intègre. Et j'ai la conviction que Bazoum va construire une garantie pour la consolidation des acquis et la poursuite de la construction de notre pays engagé par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Je prie Allah, le miséricordieux, qu'il fasse que cette décision soit meilleure pour notre pays et la voie qui va nous permettre de construire un grand parti. Inch'Allah, et j'ai cette conviction que cette voie-là va nous permettre de construire un grand parti. Je compte pour y arriver sur la résilience de tous nos militants et militantes, leur engagement et leur soutien, quelle qu'en soit l'issue de la décision finale au sortir de notre réunion de Maradi. Joyeux anniversaire au CPR Nganchi du sieur Kassou Mokhtar qui a toujours fait preuve de sa fidélité à la MRN en général et en particulier au PNDS Tareya et ses leaders. À la suite de ce journal, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active, ABCA, a entamé une activité d'envergure nationale dénommée e-campagne. La capitale de l'ADER, Tawa, a constitué la première étape où, le 9 novembre dernier, l'association a animé une conférence débat autour du thème « Loi et pratiques discriminatoires envers les filles et les femmes ». Le résumé avec Adam Ousmana. C'est par une visite de courtoisie aux autorités administratives de la capitale de l'ADER que l'association des blogueurs pour une citoyenneté active, ABCA, entame sa campagne visant à apporter sa contribution à la consolidation des droits de la fille et de la femme au Niger. Une préoccupation dont fait sienne cette association qui a à cet effet organisé une conférence débat à l'attention de la jeunesse afin qu'elle s'en approprie la dite question. Occasion pour la présidente de l'ABCA de donner les raisons du choix du thème. Les femmes et les filles font fréquemment face à des violations de droits de la personne et du droit humanitaire. Elles sont surtout victimes de violences fondées sur le genre. Conscients que les médias numériques fournissent à leurs utilisateurs des moyens de s'impliquer directement dans la mise en œuvre des pratiques sociales et publiques, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active s'est fixé l'objectif de canaliser périodiquement des débats autour des thématiques axées sur les droits de la jeune fille et de la femme en général. Nos initiatives
nos initiatives consistent également à contribuer au changement social au moyen des médias sociaux. Nous insistons sur le fait que tous nos engagements sont apolitiques et à but non lucratif. Nous donnons simplement l'opportunité aux citoyens nigériens de se faire entendre par les décideurs, puis de contribuer dans la mesure du possible à l'élaboration de meilleures politiques pour une société juste et équitable. Quant à la première panéliste, qui se trouve être la responsable régionale en charge des questions ayant trait à la promotion de la femme, elle a entretenu l'assistance sur les discriminations dont fait l'objet la gente féminine dans la région de Tawa. Par rapport à Tawa, les lois qui nous discriminent, c'est vrai, elles sont nombreuses. Sur la scolarisation de la jeune fille, si on prend Tawa aujourd'hui, c'est vrai, la tendance a changé. Mais quand nous regardons en 2008, les filles scolarisées n'atteignent même pas peut-être les 20%. Si on prend maintenant, par exemple, la loi, le Code civil, qui parle du mariage des enfants, et que cette loi-là vient du Code civil, donc universel pour tout au niveau du Niger. Mais quand même, ça discrimine. Parce que dans le Code civil, on dit que l'âge du mariage minimum de la fille, c'est de 15 ans révolu. Et pour les garçons, 18 ans. Donc il y a vraiment un écart. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de femmes au niveau des institutions, mais par rapport aux hommes, ils sont plus nombreux que nous. Par exemple, si vous prenez à Tawa, sur les 44, je pense bien, je parle sur l'ordre de tonton, 44 mairies, on a 2 femmes, si on peut le dire, non, 2 femmes maires. Et comme il n'y a pas de problème sans solution, le second panéliste a quant à lui donné des pistes de solution à ces requérants problèmes. Pour éradiquer en fait tous ces problèmes, il suffit tout simplement d'abord, en tant que défenseur des droits de l'homme, de renforcer d'abord la formation initiale et l'encadrement du personnel enseignant, de contractuels en particulier, pour assurer à tous les enfants l'accès à une éducation. Améliorer aussi la qualité de l'éducation et l'environnement scolaire pour stimuler la demande, au-delà, impulser une dynamique de changement de comportement au sein de la communauté. Renforcer les plaidoyers et la mobilisation sociale en faveur de l'éducation et adopter le contenu des enseignements pour mieux inciter les communautés à recourir pour l'éducation des enfants. Promouvoir aussi l'alphabétisation des adultes pour améliorer l'offre et le maintien à l'école. Accroître aussi l'offre d'éducation pour résoudre les déséquilibres de la carte scolaire, particulièrement au niveau de l'enseignement secondaire. Et enfin, accroître le nombre d'écoles spécialisées pour que les enfants là, en situation de handicap qu'on puisse intensifier donc la promotion. Ça a suivi un débat intense et fructueux au cours duquel les participants ont pour les uns apporté des contributions et pour les autres demandé des éclaircissements sur le sujet objet de cette conférence. À noter que l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active entend poursuivre ses actions dans les autres régions du pays. Je l'annonçais au début de cette édition d'information, nous recevons ce soir comme invité du journal M. Mahamadou Medouka. Il est membre du bureau politique national du parti Lumana Africa, un parti membre de l'opposition politique. Et avec lui, nous allons revenir sur ce dialogue politique inclusif qui a débuté il y a quelques jours. Monsieur Boukari, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous donc de ce dialogue qui a débuté, je disais, il y a quelques jours. Alors, Monsieur Medouka, est-ce qu'on peut s'attendre à ce dialogue? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce dialogue au vu déjà des différentes contestations qui surgissent? Merci, M. Tikile, de l'occasion que vous nous donnez de parler de la reprise du dialogue au Niger, bien entendu le dialogue politique. Et quand bien même que nous n'avons pas suffisamment de temps pour parler en long et en large, mais enfin, il est bon de faire un petit rappel de ce qui a amené la rupture de ce dialogue au Niger. Et si vous vous souvenez bien, en 2014,
un comité a été mis en place pour la révision du système électoral au Niger et l'institution de la biométrie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà, les élections de 2016 devraient être faites sur la base d'un fichier biométrique. Et également, il y a eu des discussions par rapport aux délégués qui doivent représenter les partis politiques. Vous savez, c'est une difficulté majeure pour les partis politiques. Enfin, des conclusions de ce comité-là devaient être donc mises en application. Et le refus du régime en place de la mise en application donc, de ces conclusions a fait que l'opposition s'est retirée du dialogue politique. Mais enfin, l'opposition a eu à faire appel à plusieurs reprises pour que l'utilité de la reprise de ce dialogue-là, et pour preuve, vous avez vu, et ils avaient dit à un moment donné que le fichier classique était bien. Et après les élections législatives et présidentielles, c'est eux-mêmes qui sont revenus pour dire que ce fichier n'est pas bon. C'est qui est totalement contraire à la première idée au départ. Donc, aujourd'hui, si le régime en place est dans cette prédisposition de la reprise donc, du dialogue politique au Niger, mais c'est ce que l'opposition a toujours demandé. Et en 2017, une correspondance a été adressée au Premier ministre dans le sens de reprendre le dialogue. Donc l'opposition est en parfaite harmonie avec cette prédisposition donc, du régime, et de manière à ce que, parce que les problèmes aujourd'hui du Niger, il ne faut pas avoir peur de le dire, sont multidimensionnels. Nous avons des problèmes sociopolitiques. Nous sommes sur le plan sécuritaire, c'est toute une difficulté parce que tout autour de nous, en tout cas, ce qui se passe dans ces villes-là ou dans ces pays, vraiment laisse croire que le Niger a tout intérêt à se retrouver de manière à ce que nous puissions ensemble. Ok, c'est comme vous l'avez dit, ce dialogue, tout le monde l'a souhaité, il est enfin là. Mais aussitôt débuté, on constate qu'il y a déjà des contestations. Oui, à juste titre. Pourquoi? Parce que à plusieurs reprises, tout récemment en 2018, il vous souviendra qu'il y a eu un comité qui a été mis en place pour la révision du code électoral, notamment sur un certain nombre d'articles. Et déjà à l'époque, dans cette correspondance de l'opposition, pour éviter ce genre de situation, a pris des dispositions et a demandé non seulement la reprise, mais aussi qu'il y ait des témoins, des grands témoins, nationaux comme internationaux. Au niveau national, vous les connaissez, c'est la chefferie traditionnelle, c'est l'association islamique, c'est l'archevêché. Donc, et au niveau international, nous avons pensé à l'Union européenne, à la CEDEAO, au PNUD, au NDI, de manière à ce que tout ce qui sera arrêté à travers donc, ces travaux du comité puisse être mis en application. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'opposition n'est pas dans cette disposition de dire que ça ne marchera pas ou ça marchera. Mais nous avons attiré l'attention des premières autorités du pays de manière à ce que ce dialogue-là soit vraiment un dialogue sincère, inclusif. Puisque quand vous prenez l'arrêté qui crée ce comité, vous avez vu déjà à ce niveau, il y a une difficulté majeure. Parce que pourquoi? Et comme je l'avais dit tantôt, le problème dépasse le cadre du Conseil national de dialogue politique. Parce que même lui, en tant qu'institution, est en difficulté. Donc, il faut la présence de toutes les forces vives de la nation. Ce n'est pas que les hommes politiques uniquement. Il faut les syndicats, il faut la société civile. Par conséquent, même cette dénomination qu'il a donnée, qu'ils ont appelée conférence des leaders des partis politiques, ce n'est pas ça qui sied. Puisque nous avons besoin de tout le monde, il faut revoir ça. Et les témoins, les grands témoins, parce qu'il y a quand même une nuance entre observateurs et témoins. Et ici, le mot témoin doit être compris dans le sens nigérien, c'est-à-dire Sheida. Puisque quand tu es témoin, tu peux dire, voilà ce qui a été arrêté, c'est pas ce qui a été fait. Mais quand tu es observateur, tu peux ne pas même être présent. Donc c'est différent. Donc nous voulons quand même, puisqu'ils sont dans cette prédisposition,
et nous nous souscrivons parfaitement à cette nouvelle démarche, qu'il y ait un acte, puisqu'il s'agit de la vie de la nation. Ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République lui-même qui doit prendre un acte pour créer ce comité-là. Alors, pour vous, Boukari, dans quelles conditions ce dialogue politique inclusif pourrait être possible? Les conditions, c'est ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait vraiment de la sincérité. De la part? De la part du régime en place. Parce que c'est lui qui est le moteur, quoi qu'on dise. S'il n'est pas d'accord, on n'avancera pas. Vous avez vu la preuve quand on a mis le dernier comité en 2018. Il a fallu seulement qu'un des membres de la majorité refuse. Le comité, les travaux se sont arrêtés. Donc il faudrait qu'eux fassent, en tout cas, l'effort d'une certaine sincérité, parce qu'il s'agit de la vie de la nation. Ce n'est plus une affaire, une question d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il s'agit de notre pays. Donc, au-delà des personnes, c'est le pays. Par conséquent, il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut que les gens acceptent de s'asseoir pour discuter sur tous les points qui constituent, en tout cas, la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est en ce moment seulement que nous pouvons aller à un résultat. Parce que c'est le résultat qui est important. Et pour y arriver à un résultat, il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut que les gens acceptent de mettre en avant la nation nigérienne, le Niger, en avant. Et vous avez vu tout récemment le vent qui souffle un peu dans la sous-région. Les gens sont en train d'avancer parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas vivre dans des situations de ce genre. Boukari, pour finir, vos souhaits? Nos souhaits, c'est toujours ce que j'ai toujours dit à travers les débats que j'ai eu à animer. Je suis de ceux qui pensent que nous sommes capables de trouver une solution. Donc, par conséquent, je crois à un dialogue parce que je sais que ce n'est qu'à travers un dialogue qu'on peut trouver les solutions. Et donc, nous ne sommes pas différents des autres. Et nous avons de la matière grise. Nous avons des gens capables d'arriver à cette solution. Mon souhait, c'est qu'on puisse tenir un dialogue qui va nous amener à des élections libres, transparentes, inclusives, parce que les problèmes après post-électoral, c'est encore plus compliqué. En dehors de ça, nous avons le problème de sécurité, c'est ensemble que nous pouvons. Nous avons des problèmes sur le plan économique, c'est ensemble que nous pouvons fournir des efforts pour donc créer en tout cas l'amélioration de la condition de vie de nos concitoyens. Merci bien donc M. Mahamadou Medouka. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique national du parti Lumana Africa. Lumana donc est un parti de l'opposition politique. Avec vous, nous avons échangé sur ce début du dialogue politique inclusif dans notre pays. Merci beaucoup. Et donc on souhaite vivement bonne chance à ce dialogue politique. Merci beaucoup, je vous remercie. La suite de ce journal avec l'actualité sur le front social. La Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGCL, a rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, le BEN CGSL Niger accuse le ministre de l'Emploi, Ben Omar, de violer, selon eux, le protocole préélectoral. Un extrait de la déclaration lu par Soumaïla Bagna, il est le secrétaire général de la CGCL Niger. Nous sommes profondément indignés d'apprendre par médias interposés que le ministre de l'Emploi a pris un arrêté pour nommer les membres du conseil d'administration de la CNSS en ne faisant concerner que 2 centrales syndicales pour les 4 représentants des organisations professionnelles des travailleurs et qu'il envisage de procéder ainsi s'agissant de l'ANPE. Cette question a pourtant fait l'objet de discussions entre nous et tous étaient unanimes pour une répartition en fonction du nombre de centrales représentatives et du nombre de sièges disponibles pour chacun. Du reste, quelle pourrait être la signification, sinon la valeur ajoutée, de 2 représentants par centrale syndicale dans un contexte où il y a 5 centrales syndicales reconnues représentatives? Le bon sens ne saurait recommander une telle forfaiture. Nous voudrons informer qui veut comprendre que la tête de liste, passage auquel s'accroche de mauvaise foi, le ministre de l'Emploi n'a pas de limite arithmétique et nul ne peut l'approuver.
Il s'agit simplement des 5 centrales, des cinq centrales ayant passé le cap des 5% parmi les 12 centrales en compétition. Autrement, il aurait fallu fixer le taux de 30% pour déterminer la plus représentativité. Au niveau de la CGSL Niger, nous condamnons cette posture d'exclusion qui est en contradiction avec l'esprit du protocole et les valeurs sociales que nous défendons au quotidien. C'est pourquoi nous rejetons formellement et catégoriquement ces actes arbitraires et considérons que cette imposture de M. Ben Omar consacre malheureusement la mise entre parenthèses du protocole préélectoral par la tutelle elle-même. Nous rappelons par conséquent au ministre de l'Emploi que la machination politique qui lui est devenue un sport favori ne saurait marcher dans le milieu syndical. Du reste, nous n'en sommes pas surpris, car nous savons déjà qu'il est en atterrissage forcé dans ce ministère après les turbulences l'ayant emporté au niveau de l'enseignement supérieur. Aussi, saisissons-nous l'occasion pour demander au gouvernement la reprise du dialogue autour de nos doléances et le règlement définitif du recrutement des enseignants contractuels, des agents de l'État, des agents de santé communautaire et le paiement à terme échu de leur pécule. Nous apportons également notre soutien au travail de la Cominac et de Somaïr, d'Orange Niger et des collectivités territoriales de la ville de Zender dans les dures épreuves auxquelles ils font face. Et exigeons du gouvernement son implication pour une issue heureuse du problème. Enfin, la CGSL Niger, tout en témoignant sa profonde compassion aux peuples victimes de la barbarie humaine au Niger, au Mali et au Burkina Faso, apporte son soutien ferme aux forces de défense et de sécurité et les encourage dans leur noble mission de la sécurisation de nos populations. Autre déclaration dans ce journal, c'est celle du syndicat national des formateurs des auto-écoles du Niger. Le dit syndicat exige entre autres du gouvernement la mise en place d'une commission pour l'examen du permis de conduire. Un extrait de la déclaration lue par un membre du bureau. C'est avec une constatation que nous constatons que toutes ces sociétés à qui l'État a confié la gestion des services publics traditionnels, mis assurés par les services relevant du ministère en charge du transport, ne disposent pas des moyens adéquats et des services régionaux permettant de mieux assurer les dits services dans les délais impartis. L'État avait dû subventionner ces réformes, des cartes grises, du permis de conduire au lieu de confier la gestion de la délivrance du permis de conduire à des privés. La gestion des dédouanements et immatriculation des véhicules et le contrôle technique des véhicules à des privés défaillants qui ne sont délaissés et par le maximum de profits attirés sous le dos des pauvres citoyens. La gestion du parc automobile d'un pays relève des pouvoirs régaliens de l'État, car elle implique également la gestion de la sécurité des citoyens et du territoire national. C'est pourquoi nous pensons qu'il sera hautement souhaitable de repenser toutes les réformes à grande incidence financière sur le portefeuille des citoyens honnêtes. Aussi, il sera très souhaitable que ces réformes engagées dans le secteur des transports soient adaptées à la réalité socio-économique du pays. 4. Du regard à tout ce qui précède, nous recommandons à l'État du Niger 1. Conformément à l'arrêté numéro 002 MT bar DTT MF du 2 avril 2003. L'accès à la formation des moniteurs d'auto-école pour l'obtention du CAPEC, certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite automobile, ce diplôme qui est délivré par le ministère chargé des Transports. Car depuis 2003, seules 2 sessions CAPEC ont été mises en place au secteur, la dernière en 2009. 2. De prendre toutes les dispositions pour que les AG respectent le code de la route. 3. De doter les centres de transport des matériels adéquats et des cadres compétents et intègres. 4. De créer de nouveaux centres d'examen pour mettre fin aux souffrances des candidats du permis de conduire et des formateurs en général.
5. Exigeons du gouvernement de placer une commission pour l'examen du permis de conduire. 6. De ramener la date des attestations provisoires à 3 mois, car 1 mois est insuffisant pour les âgés. 7. Une subvention pour les auto-écoles du Niger. Voilà quelques résultats du sport donc, dans ce journal avec quelques résultats de la 3e journée de la Super Ligue de football. L'Olympique FC de Niamey qui bat l'Union sportive de la gendarmerie sur le score d'1 but à 0. L'AS Douane qui bat le Sahel Sportif Club de Niamey 2 buts à 1. À l'intérieur du pays, belle victoire donc de l'AS Fan face à l'équipe de la jeunesse sportive de l'ADER. C'était à Tawa, donc victoire de l'AS Fan 3 buts à 1. Et cet après-midi, le choc entre l'AS Nigelec et l'AS Solidep s'est soldé sur le score d'1 but partout. Voilà donc pour ces quelques résultats de la 3e journée de la Super Ligue de football. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.